Quand Antoine entra dans la chambre de son père cet après-midi-là, il le trouva en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Dans sa main, il y avait une lettre, et sur son visage, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 8 mois. Un sourire, tordu, imparfait, mais un sourire. Antoine resta paralysé sur le seuil de la porte. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Son père, l'homme qui n'avait pas quitté cette chambre depuis des mois, l'homme qui refusait de se regarder dans le miroir, l'homme qui avait cessé de parler parce que sa voix sonnait traînante et étrange. Cet homme était en train de sourire, et à ses côtés, assise sur une chaise près du lit, il y avait Fatima, la femme de ménage qu'Antoine avait embauchée il y a 4 mois, uniquement pour nettoyer la maison, uniquement pour nettoyer. Mais ce que Fatima était en train de faire n'avait rien à voir avec le nettoyage. Elle était en train d'écouter, les yeux pleins de larmes, pendant que M. Robert lisait une lettre à voix haute. Sa voix sonnait encore bizarre, traînante. Les mots sortaient tordus, tout comme son sourire, mais ils sortaient. Pour la première fois en 8 mois, les mots sortaient. Si cette histoire vous touche droit au cœur, restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir sur Fatima va changer votre façon de voir les personnes qui travaillent dans l'ombre. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre qui était M. Robert, avant que son visage ne le trahisse. M. Robert Salinger avait 58 ans. Il avait été professeur de lettres classiques pendant 30 ans. 30 ans debout devant une salle de cours, déclamant de la poésie, racontant des histoires, éveillant l'amour des mots chez des générations d'étudiants. C'était le genre de professeur que les élèves n'oublient jamais. Celui qui vous faisait pleurer avec un poème, celui qui vous faisait rire avec un conte, celui qui vous faisait réfléchir avec une question qui n'avait pas de réponse. Chaque matin, M. Robert se levait à 5 heures. Il se douchait, se rasait avec soin, mettait sa plus belle chemise, parce que pour lui, chaque cours était une représentation, chaque leçon était un spectacle. Chaque étudiant était un public qui méritait le meilleur de lui. Il arrivait à la faculté 1 heure avant son premier cours. Il s'asseyait dans son bureau, entouré de livres, et relisait les passages qu'il allait enseigner ce jour-là. Il les pratiquait à voix haute, cherchant l'intonation parfaite, le rythme exact, la pause dramatique au moment juste. Ses collègues le considéraient comme excentrique. Qui se prépare autant pour donner un cours de littérature? Mais M. Robert savait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Les mots ont du pouvoir, mais seulement si vous les dites bien, seulement si vous les ressentez, seulement si vous les vivez. Et lui, il les vivait. Quand il récitait Baudelaire, les étudiants pouvaient sentir l'amour trembler dans l'air. Quand il lisait Proust, la salle de cours se transformait en une recherche du temps perdu. Quand il expliquait Rimbaud, c'était comme si le poète lui-même était là, révolté et passionné. Sa voix était son instrument, son visage était sa scène. Chaque expression, chaque geste, chaque mouvement de ses lèvres faisait partie de la magie. Et puis, il y a 8 mois, tout a basculé. Ça a commencé par un mal de tête. Rien de grave, pensa-t-il. Il prit un comprimé et continua sa vie. Mais le lendemain, quand il se réveilla, quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas fermer l'œil gauche. Sa bouche était tordue sur le côté. Quand il essaya de parler, les mots sortaient traînants, incompréhensibles. Paralysie de Bell. C'est ce qu'ont dit les médecins. C'est temporaire. Lui ont-ils promis. Dans quelques semaines, maximum quelques mois, votre visage reviendra à la normale. Vous avez juste besoin de faire des exercices faciaux et d'être patient. Mais les semaines passèrent, et les mois passèrent, et le visage de M. Robert ne revint pas à la normale. La moitié de son visage était toujours paralysée. Son œil gauche ne se fermait pas complètement. Alors il devait porter un patch pour dormir. Sa bouche était toujours tordue, ce qui le faisait baver sans contrôle. Et sa voix, cette voix qui avait captivé des milliers d'étudiants, sonnait maintenant comme celle d'un ivrogne. Les médecins ont dit qu'il devait faire des exercices faciaux tous les jours, bouger les muscles, stimuler les nerfs. Peu à peu, ça la fonction reviendrait. Mais M. Robert a refusé.
Non pas parce qu'il était têtu, non pas parce qu'il ne voulait pas aller mieux. Il a refusé parce que c'était humiliant. S'asseoir devant un miroir et faire des grimaces comme un clown. Essayer de sourire quand seule la moitié de son visage répondait. Pratiquer des mots qui sortaient tordus et sans sens. Pour un homme qui avait vécu de sa voix et de son expression, ces exercices étaient une torture. Alors, il a cessé de les faire. Et il a aussi cessé de faire tout le reste. Il a cessé de sortir de sa chambre. Il a cessé de voir ses amis. Il a cessé de parler à sa famille. Il a cessé de se regarder dans le miroir. Et surtout, il a cessé d'enseigner. La faculté a essayé de le convaincre de rester. Ils lui ont offert un congé médical payé. Ils lui ont offert des aménagements. Ils lui ont proposé de donner des cours en ligne, sans caméra, seulement en audio. Monsieur Robert a tout refusé si vous ne comprenez pas, leur a-t-il dit lors de son dernier appel. Je ne suis pas seulement une voix qui explique la littérature. Je suis un visage qui la vit. Je suis des gestes, des expressions, des regards. Sans cela, je ne suis rien. Ses collègues ont pleuré en apprenant la nouvelle. Ses anciens étudiants ont organisé une campagne sur les réseaux sociaux pour demander son retour. Des centaines de messages sont arrivés. Professeur, vous nous manquez. Professeur, vous avez changé nos vies. Professeur, ne nous abandonnez pas. Mais Monsieur Robert n'en a lu aucun. Il avait cessé d'utiliser le téléphone. Il avait cessé de consulter son courrier. Il avait cessé d'exister pour le monde extérieur. Il s'est enfermé dans sa chambre et a décidé que s'il ne pouvait pas être le professeur qu'il avait été, alors il ne serait rien. Antoine, son fils unique, était désespéré. Antoine avait 35 ans. Il était entrepreneur dans la technologie. Il avait de l'argent, du pouvoir, des relations. Mais rien de tout cela ne servait à guérir son père. Il a engagé les meilleurs neurologues. Il a engagé des kinésithérapeutes spécialisés. Il a engagé des psychologues qui ont essayé de convaincre Monsieur Robert que sa vie n'était pas finie. Rien n'a fonctionné. Les neurologues disaient que le pronostic était bon. Mais seulement si Monsieur Robert faisait les exercices. Les kinésithérapeutes étaient frustrés parce que le patient refusait de coopérer. Les psychologues disaient qu'il souffrait d'une dépression sévère et qu'il avait besoin de médicaments. Mais Monsieur Robert rejetait tout. « Je ne veux pas de pilule, disait-il. Je ne veux pas d'exercice. Je ne veux pas qu'on me regarde avec pitié. Je veux juste qu'on me laisse en paix. » Et Antoine, sans savoir quoi faire d'autre, l'a laissé en paix. Il a engagé des infirmières pour s'assurer qu'il mangeait et prenait ses médicaments de base. Il a engagé du personnel de nettoyage pour entretenir la maison. Et il rendait visite à son père une fois par semaine, même si les visites se terminaient toujours dans un silence inconfortable. Il y a 4 mois, une des employées a démissionné. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas travailler dans une maison aussi triste, et Antoine a dû chercher un remplacement. C'est ainsi qu'arriva Fatima. Si vous pensez que les coïncidences n'existent pas, continuez d'écouter, parce que ce qui s'est passé ensuite ne peut pas être une simple coïncidence. Fatima Torres avait 44 ans. Elle travaillait comme employée de maison depuis ses 18 ans. Elle n'avait pas fait d'études supérieures, pas de certification, rien qui la rende spéciale sur un bout de papier. Mais Fatima avait quelque chose qu'on n'apprend dans aucune école. Elle avait un cœur qui comprenait la douleur de perdre son identité. Parce que sa sœur avait vécu la même chose. Quand Fatima avait 24 ans, sa sœur aînée, Nadia, en avait 30. Nadia était magnifique. Elle avait un fiancé qui l'adorait. Il prévoyait de se marier au printemps. Et puis, un matin, Nadia se réveilla avec la moitié du visage paralysé. Une paralysie de Bell. La même maladie dont souffrait M. Salinger. Les médecins dirent la même chose que ce qu'ils lui avaient dit à lui. C'est temporaire. Avec des exercices, ça va s'améliorer. Sois patient. Mais le fiancé de Nadia n'a pas eu de patience. Il l'a vue avec le visage tordu, bavant, parlant bizarrement. Et quelque chose en lui a changé. Il a commencé à lui rendre visite moins souvent. Il a commencé à trouver des excuses. Et 3 mois plus tard, il l'a quitté. « Je ne peux pas, lui dit-il. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui ressemble à ça. Je suis désolé. » Nadia le supplia. Elle le pria. Elle lui promit qu'elle allait s'améliorer,
que les médecins disaient que la paralysie était temporaire, qu'elle avait juste besoin de patience. Mais il ne voulut rien entendre. « Je suis amoureux de la femme que tu étais, » lui dit-il, « pas de celle que tu es maintenant. » Et il partit. Fatima était là quand c'est arrivé. Elle avait 24 ans et ne comprenait pas comment un homme pouvait dire quelque chose d'aussi cruel. Elle ne comprenait pas comment l'amour pouvait disparaître à cause de quelque chose d'aussi superficiel qu'un visage tordu. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est ce qui s'est passé après. Nadia a cessé de sortir de la maison. Elle a cessé de voir ses amis. Elle a cessé de chercher du travail. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, à regarder de vieilles photos d'elle quand elle était belle. La paralysie s'est améliorée avec le temps. À 80%, dirent les médecins. C'était à peine visible si on ne la regardait pas de près. Mais le mal était fait. Ce n'était pas son visage qui était resté paralysé. C'était son âme. Nadia ne s'est jamais remise. Pas de la paralysie, qui s'est finalement améliorée à 80%. Elle ne s'est pas remise du rejet, de l'abandon, de s'être sentie comme un monstre. Elle avait 30 ans quand c'est arrivé. Elle en a maintenant 50. Et elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'autres relations. Elle vit seule, travaille seule, meurt seule chaque jour un peu plus. Fatima avait vu ce que le rejet et la honte pouvaient faire à une personne. Elle avait vu comment sa sœur, une femme brillante et belle, s'était transformée en une ombre. Et elle avait juré qu'elle ne laisserait jamais quelqu'un souffrir seul à cause de quelque chose qu'il n'avait pas choisi. Le premier jour de travail, Fatima arriva à 7 heures du matin. La maison était silencieuse. Les infirmières lui expliquèrent la situation. Monsieur Salinger ne sort pas de sa chambre. Il ne veut voir personne. Laissez-lui la nourriture devant la porte et ne le dérangez pas. Fatima acquiesça et commença à nettoyer. Mais pendant qu'elle nettoyait, elle observait. Elle observait les photos sur le mur. Un homme debout devant une salle de cours, les bras ouverts comme s'il déclamait quelque chose. Des étudiants assis, le regardant avec fascination. Elle observait les livres sur les étagères, de la poésie, des romans, des essais littéraires. Une collection qui avait mis des décennies à se constituer. Elle observait les diplômes encadrés. Professeur de l'année, 3 fois. Reconnaissance pour excellence académique. Mention honorifique d'université. Cet homme avait été quelqu'un d'important. Quelqu'un qui avait dédié sa vie aux mots, aux histoires, à enflammer l'imagination des autres. Et maintenant, il était enfermé dans une chambre, en silence, se laissant mourir de honte. Et puis, Fatima observa autre chose. Dans un coin du salon, il y avait une vieille boîte. Elle était couverte de poussière, comme si personne ne l'avait touchée depuis des années. Fatima s'approcha. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des lettres, des centaines de lettres, écrites à la main sur du papier jauni par le temps. Elle en prit une et l'ouvrit. « Mon cher Robert, » disait-elle, « 2 semaines se sont écoulées depuis que tu es parti à la faculté et je ne sais plus comment vivre sans toi. Je compte les jours jusqu'à ton retour. À toi pour toujours, Élise. » C'étaient des lettres d'amour, des lettres entre M. Salinger et sa femme, Élise, la mère d'Antoine. Élise était décédée il y a 15 ans, d'un cancer. Mais avant cela, avant de se marier, ils avaient vécu 5 ans de fiançailles à distance, elle à Lyon, lui à Paris. Et pendant ces 5 ans, il s'était écrit des lettres presque tous les jours. Fatima prit une autre lettre au hasard. Celle-ci était de M. Salinger pour Élise. « Ma chère Élise, » disait-elle, « aujourd'hui, j'ai donné un cours sur Baudelaire et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. Le poète parle d'amour comme s'il l'avait inventé, mais je sais que la véritable inventrice, c'est toi. Chaque mot que je lis me rappelle ta voix. Chaque vers me rappelle ton rire. Raconte-moi ta journée. Raconte-moi tout. Parce que tes mots sont l'air que je respire. À toi pour toujours, Robert. » Fatima lut une autre lettre, et encore une autre, et encore une autre. Chaque lettre était une œuvre d'art, de la poésie en prose, de l'amour distillé en mots. Il y avait des lettres joyeuses, des lettres tristes, des lettres remplies de projets pour l'avenir.
Il y avait des lettres écrites les jours de soleil et des lettres écrites les nuits de pluie. Et dans toutes, sans exception, il y avait de l'amour. Un amour si profond que 15 ans après la mort d'Élise, les lettres vibraient encore de vie. Fatima comprit quelque chose à ce moment-là. Monsieur Salinger n'était pas seulement un professeur, c'était un poète, un écrivain, un homme qui avait vécu et respiré des mots toute sa vie. Et maintenant, enfermé dans sa chambre, il avait cessé d'écrire, il avait cessé de lire, il avait cessé de parler, il avait cessé d'exister. Fatima referma la boîte de lettres. Mais elle n'oublia pas ce qu'elle avait découvert. Cette nuit-là, chez elle, elle n'arrivait pas à dormir. Elle pensait à Monsieur Salinger. Elle pensait à sa sœur Nadia. Elle pensait à la façon dont la honte pouvait détruire une personne de l'intérieur. Et puis, elle eut une idée. C'était une idée folle. Une idée qui ne fonctionnerait probablement pas. Mais c'était une idée. Monsieur Salinger ne faisait pas les exercices faciaux parce qu'ils étaient humiliants, parce qu'ils n'avaient aucun sens, parce qu'ils étaient mécaniques, froids, sans âme. Mais lire des lettres, écrire des lettres, c'était différent. C'était ce qu'il avait fait toute sa vie. C'était ce qu'il était. Et chaque fois qu'on lit une lettre à voix haute, on bouge les lèvres. On exerce les muscles du visage. On stimule les nerfs. C'était exactement ce que les médecins voulaient, mais déguisé en quelque chose que M. Salinger aimait. Fatima ne savait pas si cela fonctionnerait. Elle n'était ni médecin, ni thérapeute. Elle était juste une employée de maison avec une intuition. Mais elle devait essayer. Et elle comprit quelque chose de profond. M. Salinger n'était pas seulement un professeur de lettres classiques, c'était un homme de lettres. Un homme qui avait vécu pour les mots, par les mots, à travers les mots. Et maintenant, enfermé dans sa chambre, il n'avait plus de mots, seulement le silence. Fatima rangea les lettres dans la boîte, mais elle ne les oublia pas, parce que quelque chose, à l'intérieur d'elle, avait commencé à se former. Une idée, folle, peut-être, mais une idée. Si cette vidéo vous fait réfléchir, partagez-la. Parfois, l'algorithme cache les choses dont nous avons le plus besoin de voir. La deuxième semaine de travail. Fatima fit quelque chose qui n'était pas prévu dans son contrat. Elle écrivit une lettre. Ce n'était pas une lettre professionnelle. Ce n'était pas une lettre formelle. C'était une lettre personnelle, écrite à la main, comme celle qu'elle écrivait à sa mère chaque semaine depuis 20 ans. « Cher Monsieur Salinger », commença-t-elle, « vous ne me connaissez pas. Je suis la nouvelle employée qui nettoie votre maison. Mais je voulais vous raconter quelque chose. Ma sœur a eu une paralysie de belle quand elle avait 30 ans. Son fiancé l'a quittée parce qu'il ne supportait pas son apparence. Elle ne s'en est jamais remise. Non de la paralysie, de la honte. Je l'ai vue se flétrir et je n'ai rien fait. J'étais jeune et je ne savais pas comment l'aider. Mais je ne suis plus jeune et je ne veux plus rester sans rien faire. Je ne sais pas si vous allez lire ceci. Je ne sais pas si vous vous souciez de ce qu'une employée a à dire. Mais je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Que quelqu'un dans cette maison comprend ce que c'est de perdre le visage que le monde connaissait. Avec respect, Fatima. Elle plia la lettre, la mit dans une enveloppe et la glissa sous la porte de M. Salinger. Puis, elle alla continuer à nettoyer. Elle n'attendait pas de réponse. Elle n'attendait rien. Elle voulait juste qu'il sache que quelqu'un le voyait, que quelqu'un comprenait. Un jour passa, 2 jours passèrent, 1 semaine passa. Rien. Fatima continua à nettoyer, continua à observer, continua à attendre. Et alors, 8 jours plus tard, elle trouva quelque chose sous son tablier, dans le placard où elle rangeait ses affaires. Un papier plié. Elle l'ouvrit. Il n'y avait qu'une seule ligne, écrite d'une écriture tremblante, presque illisible. « Qui êtes-vous » Fatima sourit. C'était la première communication de M. Salinger avec quelqu'un depuis des mois, et il avait choisi de communiquer à travers une lettre. Ce soir-là, Fatima écrivit une autre lettre. Elle raconta son histoire. Elle raconta l'histoire de sa sœur. Elle raconta les lettres qu'elle écrivait à sa mère chaque semaine, sans faute,
depuis 20 ans. Elle raconta ce que les mots signifiaient pour elle, et elle posa une question. « Vous étiez professeur de lettres classiques, n'est-ce pas? J'ai trouvé vos livres, vos diplômes, vos lettres d'amour avec Madame Élise. Qu'est-ce que ça fait de perdre les mots ?» Elle glissa la lettre sous la porte. 3 jours plus tard, elle trouva la réponse. Cette fois, c'était 2 paragraphes. L'écriture était toujours tremblante, mais elle était lisible. « C'est comme mourir », écrivit M. Salinger. Les mots étaient ma vie, mon identité. Sans eux, je ne sais pas qui je suis. Et puis, une question. Pourquoi ça vous importe? Fatima lut ces 4 mots encore et encore. Pourquoi ça vous importe? C'était une question simple, mais elle contenait toute la douleur d'un homme qui avait perdu la foi en l'humanité. Un homme qui ne comprenait plus pourquoi quelqu'un se soucierait de lui. Ce soir-là, Fatima s'assit à sa petite table de cuisine, sortit du papier et un stylo, et commença à écrire la lettre la plus importante de sa vie. Elle ne pensa pas aux mots. Elle les laissa juste couler, comme une rivière qui avait été contenue pendant 20 ans et qui trouvait enfin son lit. Elle raconta tout. Elle raconta son père. Elle raconta la culpabilité qu'elle avait portée pendant 2 décennies. Elle raconta les nuits d'insomnie, se demandant ce qui se serait passé si elle avait fait quelque chose. Elle raconta la promesse qu'elle s'était faite de ne plus jamais rester sans agir. Et elle raconta pourquoi ça lui importait. « Parce que vous n'êtes pas un patient pour moi », écrivit-elle. « Vous êtes une personne qui aime les mots autant que je les aime. Une personne qui souffre en silence pendant que le monde continue de tourner. Et je ne peux pas voir ça sans rien faire. Je ne peux pas, parce qu'une fois, je n'ai rien fait. Et mon père est mort. » Fatima répondit cette même nuit. « Parce que j'ai vu ma sœur perdre son identité. Et je n'ai rien fait. Je ne vais pas commettre la même erreur 2 fois. » Et ainsi, cela commença. Une correspondance quotidienne, des lettres écrites à la main, glissées sous la porte, des questions et des réponses, des histoires et des confessions. Fatima lui racontait sa vie. Sa mère, âgée, qui vivait loin, dans un petit village du Morvan, où il n'y avait pas d'internet ni de bonne réception téléphonique. Les lettres qu'elle lui écrivait chaque semaine, sans faute, depuis 20 ans. Comment chaque lettre était un rituel sacré. S'asseoir à la table de la cuisine, prendre du papier et un stylo, et écrire tout ce qui s'était passé dans la semaine. Elle lui racontait comment sa mère gardait toutes les lettres dans une boîte en bois près de son lit, comment elle les relisait quand elle se sentait seule, comment elle lui avait dit une fois « Tes lettres sont ma compagnie. Quand je les lis, c'est comme si tu étais là avec moi. » Et elle lui racontait sa sœur, Sophie, la paralysie, le fiancé qui l'a quittée, les 20 ans de solitude qui ont suivi. Monsieur Salinger commença à répondre davantage. Au début, seulement quelques lignes, puis des paragraphes entiers, puis des pages complètes. Il lui racontait Élise, le jour où il l'avait rencontrée à la bibliothèque, quand elle cherchait un livre de poésie et il lui avait recommandé Aragon. Comment elle avait souri et dit « J'ai déjà lu Aragon. Recommandez-moi quelque chose que je ne connais pas. » Et lui, nerveux comme un adolescent, lui avait parlé d'un poète surréaliste méconnu. Et elle l'avait écouté, fascinée. Il lui racontait les 5 années de lettres, comment il attendait le courrier chaque jour comme si c'était un cadeau de Noël, comment chaque lettre d'Élise le faisait se sentir vivant, présent, aimé. Il lui racontait le jour où elle était morte, comment il avait tenu sa main jusqu'au dernier moment, comment il lui avait lu son poème préféré tandis qu'elle fermait les yeux pour toujours. Il lui racontait ses étudiants, les moments magiques dans la salle de cours, ce qu'il ressentait quand un élève comprenait un poème pour la première fois, cette sensation de voir une lumière s'allumer dans les yeux de quelqu'un. Et il lui racontait la paralysie, le jour où il s'était réveillé et n'avait pas reconnu son propre visage, comment il s'était regardé dans le miroir et avait vu un monstre, comment les exercices faciaux le faisaient se sentir comme un clown, comme un invalide, comme quelqu'un qui n'était plus le même. Et Fatima écoutait, lisait, répondait, pas comme une employée, comme une amie. Mais ce que vous allez entendre est ce qui a tout changé.
Écoutez attentivement. 1 mois après qu'ils aient commencé à s'écrire, Fatima remarqua quelque chose. Elle nettoyait le couloir près de la chambre de M. Salinger quand elle entendit un son, quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Une voix. Elle s'approcha de la porte, colla son oreille contre le bois. C'était M. Salinger. Il était en train de lire à voix haute. J'étais en train de lire l'une des lettres de Fatima. Et même si sa voix était traînante, même si les mots sortaient déformés, il lissait. Fatima restait là, à écouter, le cœur battant la chamade, parce qu'elle avait compris quelque chose à ce moment-là. Quelque chose qu'aucun neurologue n'avait vu. M. Salinger ne faisait pas les exercices faciaux parce qu'ils étaient humiliants, parce qu'ils étaient mécaniques, parce qu'ils n'avaient aucun sens. Mais lire à voix haute, ça avait du sens. C'était ce qu'il avait fait toute sa vie. C'était ce qu'il était. Et chaque fois qu'il lisait une lettre, chaque fois qu'il bougeait les lèvres pour former des mots, il faisait exactement ce que les médecins voulaient. Il exerçait les muscles de son visage. Mais il ne le ressentait pas comme un exercice. Il le ressentait comme la vie. Ce soir-là, Fatima écrivit une lettre différente. « Monsieur Salinger, commença-t-elle, j'ai une requête étrange. La prochaine lettre que je vous écrirai, pourriez-vous la lire à voix haute? Peu importe comment ça sonne. Je veux juste que vous la lisiez comme si vous me la lisiez à moi. » Elle glissa la lettre sous la porte. Le jour suivant, elle écrivit une autre lettre. Mais cette fois, elle inclut quelque chose de spécial. Un poème. Ce n'était pas un poème célèbre. C'était un poème qu'elle avait trouvé dans l'un des livres de M. Salinger. Un poème qui avait des marques dans les marges, comme s'il l'avait lu souvent. Et à la fin de la lettre, elle écrivit « Lisez-le à voix haute. Pour moi, s'il vous plaît. » Elle ne savait pas si ça marcherait. Elle ne savait pas s'il accepterait. Mais 2 jours plus tard, quelque chose d'incroyable se produisit. Fatima nettoyait le salon quand elle entendit la porte de la chambre de M. Salinger s'ouvrir. Elle se retourna. Il était là, debout sur le seuil, avec une lettre à la main. C'était la première fois qu'il sortait de sa chambre depuis des mois. Son visage était toujours déformé. Son œil gauche était toujours à moitié fermé. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il avait quelque chose qui ressemblait presque à de la dignité. « Vous m'avez demandé de lire à voix haute, » dit-il. Sa voix était traînante, mais les mots étaient clairs. « Très bien, mais je veux que vous écoutiez. » Et alors, debout là, dans le couloir, avec le visage tordu et la voix brisée, M. Salinger commença à lire. Il lut le poème que Fatima lui avait envoyé. Il le lut lentement, avec difficulté, trébuchant sur certains mots. Sa voix était traînante, comme si les mots devaient escalader une montagne pour sortir de sa bouche. Mais ils sortaient. Chaque mot était une victoire. Chaque phrase était un triomphe. Chaque vers était un pas de retour vers celui qu'il avait été. Fatima l'écoutait, le cœur serré. Elle ne l'interrompit pas. Elle ne le corrigea pas. Elle ne lui dit rien. Elle écoutait, simplement. Et quand M. Salinger arriva au dernier vers, quelque chose changea sur son visage. Ce n'était pas un changement dramatique. Ce n'était pas une transformation magique. C'était quelque chose de petit, de subtil, de presque imperceptible. Mais Fatima le vit. Elle vit comment les muscles de sa joue se mouvaient. Elle vit comment la commissure de sa bouche se courbait vers le haut. Elle vit comment ses yeux, qui avaient été morts pendant 8 mois, commençaient à briller. M. Salinger essayait de sourire. C'était un sourire tordu, un sourire imparfait. La moitié de son visage ne répondait pas. Mais l'autre moitié, oui. Et cette moitié était suffisante. Quand il termina, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 mois. Il sourit. Vraiment. C'était un sourire tordu, un sourire imparfait. Mais c'était un sourire. Fatima ne put retenir ses larmes. « C'était magnifique, » dit-elle. Monsieur Salinger secoua la tête. « Non, ça sonnait terrible. Ma voix n'est plus ce qu'elle était. » Mais Fatima n'était pas d'accord. « Votre voix est exactement ce qu'elle doit être, » dit-elle.
C'est la voix d'un homme qui se bat pour revenir. Et c'est la chose la plus belle que j'ai jamais entendue. Monsieur Salinger la regarda longuement. Puis, quelque chose changea dans ses yeux. « Vous avez une autre lettre pour moi ?» Fatima sourit. « Toujours. » Et à partir de ce jour, tout changea. Au début, ce fut lent. Monsieur Salinger sortait de sa chambre pendant quelques minutes, lisait une lettre et retournait s'enfermer. Mais chaque jour, les minutes se transformaient en plus de minutes, et les plus de minutes se transformaient en heures. Une semaine plus tard, Monsieur Salinger commença à s'asseoir dans le salon. Il ne se cachait plus dans sa chambre. Il s'asseyait sur le canapé où il avait l'habitude de lire quand Hélène vivait. Le même canapé où il lui avait lu ses premiers poèmes. Fatima lui apportait une lettre chaque matin. Et chaque matin, Monsieur Salinger la lisait à voix haute. Au début, il ne lisait que les lettres de Fatima. Mais un jour, il demanda quelque chose de différent. « Apportez-moi les lettres d'Hélène », dit-il. Fatima sentit un nœud se former dans sa gorge. Les lettres d'Hélène étaient rangées dans cette boîte poussiéreuse depuis 15 ans, depuis sa mort. Monsieur Salinger n'avait pas pu l'ouvrir. Mais maintenant, il voulait l'ouvrir. Il voulait les lire. Il voulait entendre la voix de sa femme une fois de plus, même si c'était à travers ses propres mots. Fatima lui apporta la boîte. Elle la posa sur la table devant lui. Monsieur Salinger l'ouvrit avec des mains tremblantes. Il prit la première lettre, la regarda longuement et commença à lire. Sa voix se brisa plusieurs fois. Les larmes coulaient sur ses joues. Mais il ne s'arrêta pas. Il lut lettre après lettre, revivant les 5 années d'amour à distance qui avaient construit son mariage. Quand il termina, il regarda Fatima. « Merci, dit-il, de m'avoir rendu Hélène, de m'avoir rendu moi-même. » Fatima hocha simplement la tête. Elle n'avait pas besoin de mots. Le silence disait tout. À partir de ce jour, Monsieur Salinger commença à lire les lettres d'Hélène tous les jours. Une le matin, une le soir, comme si c'était des prières, comme si c'était des médicaments. Et peu à peu, sa voix commença à s'améliorer. Le kinésithérapeute le remarqua en premier. Il venait une fois par semaine pour vérifier les progrès de Monsieur Salinger. Et chaque semaine, il était de plus en plus surpris. « Les muscles de son visage réagissent de mieux », dit-il à Antoine. « A-t-il fait les exercices ?» Antoine secoua la tête. « Pas que je sache. Il refuse toujours. » Le kinésithérapeute fronça les sourcils. « C'est étrange. Parce que quelque chose fonctionne. Ses muscles faciaux sont plus toniques. Son articulation s'est significativement améliorée. » Antoine ne comprenait pas. Mais il décida d'enquêter. Et c'est ainsi qu'il découvrit ce que Fatima avait fait. Ce n'étaient pas des exercices faciaux traditionnels, c'étaient des lettres, des lectures à voix haute, de la poésie récitée dans un couloir vide. Chaque fois que M. Salinger lisait une lettre, il exerçait les muscles de son visage. Chaque fois qu'il prononçait un mot, il stimulait les nerfs endommagés. Chaque fois qu'il essayait de sourire à la fin d'un beau vers, il entraînait son cerveau à reconnecter les voies neurologiques. C'était une thérapie, mais déguisée en amour. Sa voix sonnait toujours un peu différemment. Ses mots sortaient encore légèrement tordus, mais chaque jour, un peu moins. Parce que sans s'en rendre compte, il faisait exactement ce que les médecins voulaient. Il bougeait les muscles de son visage. Il stimulait les nerfs. Il travaillait les lèvres, la langue, les joues. Mais il ne le ressentait pas comme une thérapie. Il le ressentait comme de la poésie. Le kinésithérapeute qui venait une fois par semaine n'en revenait pas. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Antoine après une séance. « Votre père a fait plus de progrès en 1 mois que pendant les 8 mois précédents. Qu'est-ce qui a changé ?» Antoine ne savait que répondre, parce que lui non plus ne comprenait pas. Jusqu'à ce samedi, ce que vous allez entendre est le moment qui a tout changé. Si vous vous êtes identifié à cette histoire, touchez le cœur. Antoine décida de rendre visite à son père à l'improviste. Il y avait des semaines qu'il n'était pas venu, car ses réunions d'affaires l'accaparaient. Mais quelque chose le poussa ce jour-là. Une sensation d'urgence qu'il ne pouvait pas expliquer. Il annula tous ses rendez-vous, monta dans sa voiture et conduisit pendant 1 heure
jusqu'à la maison de son père. Pendant le trajet, il repensait à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Il pensait aux milliers d'euros qu'il avait dépensés en traitement. Il pensait aux spécialistes qui avaient échoué. Il pensait à son père, enfermé dans cette chambre, mourant lentement de honte. Et il pensait à Fatima, la femme de ménage qu'il avait embauchée sans y réfléchir à 2 fois. Une femme de plus parmi tant d'autres qui avait traversé cette maison. Une femme qu'il avait à peine remarquée. Qu'est-ce qu'elle faisait que les médecins ne pouvaient pas faire? Il arriva à la maison vers 15 heures. Il entra sans faire de bruit. Il ne voulait pas interrompre son père s'il se reposait. Et alors, il entendit quelque chose qui le laissa paralysé. Une voix, la voix de son père, qui lisait. Il suivit le son jusqu'au salon. Et ce qu'il vit le fit tomber à genoux. Monsieur Robert Salinger était assis dans un fauteuil. Il tenait une lettre dans ses mains, et il la lisait à voix haute. Sa voix sonnait encore différemment. Ses mots sortaient encore un peu tordus. Mais il lisait, avec émotion, avec vie, avec le même feu qu'Antoine se souvenait de quand il était enfant et que son père lui lisait des contes avant de dormir. Et sur son visage, il y avait des larmes, mais il y avait aussi un sourire. Assise en face de lui, écoutant avec attention, se trouvait Fatima, la femme de ménage qu'Antoine avait embauchée pour nettoyer. Antoine resta à la porte, incapable de bouger. Son père leva les yeux, le vit, et son sourire s'élargit. « Antoine, mon fils, dit-il, viens, je veux que tu fasses la connaissance de quelqu'un. » Antoine s'avança vers eux, comme s'il était dans un rêve. Il s'assit sur le canapé en face de son père. « Voici Fatima, dit M. Robert. C'est elle qui m'a rendu les mots. » Antoine regarda Fatima. Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois. Il vit une femme de 44 ans, avec un tablier bleu et des mains calleuses. Une femme qui n'avait pas de diplôme universitaire ni de certification médicale. Une femme qu'il avait embauchée pour nettoyer les sols. Et cette femme avait réussi ce que les meilleurs neurologues, kinésithérapeutes et psychologues n'avaient pas pu accomplir. Elle avait rendu son père à la vie. « Comment ?» demanda Antoine. Sa voix se brisa. « Comment as-tu fait ?» Fatima baissa les yeux. Ce n'était rien de spécial. Je lui ai juste écrit des lettres, et je lui ai demandé de les lire à voix haute. Antoine secoua la tête. Non, il a dû y avoir autre chose. J'ai dépensé des milliers d'euros en traitement. J'ai engagé les meilleurs spécialistes, et rien n'a fonctionné. Fatima le regarda droit dans les yeux. « Parce que les spécialistes voyaient un patient, dit-elle. Moi, j'ai vu un homme de lettres, un professeur, un poète, un homme qui avait vécu pour les mots et qui les avait perdus. » Elle montra les lettres sur la table. Il n'avait pas besoin d'exercices faciaux. Il avait besoin de redevenir celui qu'il était. Il avait besoin de lire. Il avait besoin d'écrire. Il avait besoin de sentir que les mots lui appartenaient encore. Antoine regarda son père. Monsieur Robert acquiesça. « C'est vrai, les exercices me semblaient humiliants. Mais lire de la poésie, ça n'a jamais été humiliant. C'est ce que je suis. » Antoine sentit les larmes couler sur ses joues. Pendant 8 mois, il avait essayé de guérir son père avec de l'argent, avec des spécialistes, avec des traitements. Mais ce dont son père avait besoin ne s'achetait pas. Ça s'écrivait. Ce soir-là, Antoine ne retourna pas à son appartement. Il resta chez son père. Et pour la première fois depuis des mois, ils dînèrent ensemble. Ce fut un dîner simple. Fatima avait préparé les ingrédients avant de partir, mais M. Robert insista pour cuisiner lui-même. Ses mains tremblaient en coupant les légumes. Cela lui prit 2 fois plus de temps que d'habitude. Mais peu importait, parce qu'il cuisinait. Il faisait quelque chose de normal, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 mois. Antoine l'observait depuis la porte de la cuisine. Il voyait son père se déplacer dans l'espace comme s'il réapprenait à l'habiter. Il voyait comment il touchait les couteaux, les casseroles, les ingrédients, avec un mélange de peur et de détermination. Et il sentait les larmes couler sur ses joues. Pendant 8 mois, il avait vu son père disparaître. Il avait vu l'homme qui l'avait élevé se transformer en une ombre.
Il avait dépensé des fortunes en essayant de le ramener à la vie. Et maintenant, grâce à une femme de ménage qui écrivait des lettres, son père cuisinait. C'était un miracle minuscule. Mais c'était un miracle. Monsieur Robert cuisina quelque chose de simple, mais il le cuisina lui-même. Et pendant qu'il cuisinait, il parlait. Il racontait des histoires de sa jeunesse, des histoires d'Hélène, des histoires de ses étudiants. Sa voix sonnait encore différemment. Mais maintenant, cette différence ne ressemblait pas à un handicap. Elle ressemblait à une marque de bataille, une cicatrice de guerre, la preuve qu'il s'était battu et qu'il avait survécu. Après le dîner, Fatima leur montra quelque chose. Elle avait gardé toutes les lettres, les siennes et celles de Monsieur Robert. Plus de 200 lettres en 4 mois. Monsieur Robert les regarda avec des yeux brillants. « C'est un livre, dit-il. Sans nous en rendre compte, nous avons écrit un livre. » Et alors, il eut une idée. Une semaine plus tard, Monsieur Robert enregistra sa première vidéo. Il était assis dans son bureau avec une caméra devant lui. Son visage était encore partiellement paralysé. Sa voix sonnait encore traînante. Mais il commença à lire. Il lut un poème de Paul Éluard, puis un de Jacques Prévert, puis un des siens, un qu'il avait écrit pendant les années de lettres avec Hélène. Antoine téléchargea la vidéo sur YouTube. Il ne s'attendait à rien. C'était juste une expérience. Une façon pour M. Robert de partager son amour de la littérature avec le monde, même s'il ne pouvait plus se tenir devant une salle de cours. Ils choisirent un titre simple. Un professeur atteint de paralysie de Bell lit de la poésie. Il n'y avait pas de production professionnelle, pas de montage élaboré. C'était juste M. Robert assis dans son bureau, avec une caméra pointée sur lui, lisant des poèmes avec sa voix tordue. Antoine la téléchargea à 22 heures. Il pensa qu'ils obtiendraient peut-être quelques vues. Peut-être que certains des anciens élèves de son père la verraient et laisseraient un commentaire aimable. Il alla se coucher sans vérifier les statistiques. Le lendemain matin, quand il se réveilla et ouvrit son téléphone, il n'en crut pas ses yeux. La vidéo avait 50 000 vues, et il continuait de grimper. Antoine pensa qu'il y avait une erreur. Il vérifia de nouveau. Il n'y avait pas d'erreur. La vidéo était devenue virale, pas parce que la lecture était parfaite, bien au contraire. Les gens pouvaient voir le visage tordu. Ils pouvaient entendre la voix traînante. Mais ils pouvaient aussi voir quelque chose d'autre. Ils pouvaient voir un homme qui n'abandonnait pas. Un homme qui aimait les mots à tel point qu'il les disait même si son corps ne coopérait pas. Les commentaires ont commencé à affluer. « Je suis en larmes », écrivit quelqu'un. « Ma mère a eu un AVC et a cessé de parler par honte. Je vais lui montrer cette vidéo. » Un autre écrivit. « Je suis professeur et j'ai eu une paralysie de Bell il y a 2 ans. J'ai arrêté d'enseigner, mais vous m'avez donné du courage. Je vais retourner en classe. » Et un autre. « Les mots sont plus forts que le corps. Merci de me le rappeler. » Monsieur Robert Salinger lut chaque commentaire, et chacun lui donna plus de force. Il enregistra une autre vidéo, et une autre, et une autre. Chaque semaine, un nouveau poème, une nouvelle lecture, une nouvelle preuve que la voix humaine est plus que des cordes vocales et des muscles faciaux. Les vidéos étaient imparfaites. La voix de Monsieur Salinger sonnait toujours différemment. Son visage était toujours tordu. Parfois il bavait, parfois il butait sur un mot. Mais c'était exactement ce qui les rendait puissantes, parce que les gens ne voyaient pas la perfection. Ils voyaient l'humanité. Ils voyaient un homme luttant contre son propre corps pour faire ce qu'il aimait. Ils voyaient du courage, de la vulnérabilité, de l'authenticité. Et cela résonnait profondément. Des professeurs retraités lui écrivaient en disant que ses vidéos leur avaient donné le courage de retourner enseigner. Des patients atteints de paralysie de Bell lui écrivaient en disant qu'ils n'avaient plus honte. Des étudiants du monde entier lui demandèrent des conseils sur la poésie, sur la littérature, sur la vie. Monsieur Salinger répondait à tous, chaque message, chaque commentaire, chaque lettre virtuelle, parce que maintenant, il comprenait que sa mission n'était pas terminée. Elle avait seulement changé de forme. Il n'enseignait plus dans une salle de cours. Il enseignait au monde entier. 6 mois plus tard, sa chaîne comptait 50 000 abonnés. Et elle continuait de croître.
Et M. Salinger était retourné enseigner, pas dans une salle de cours traditionnelle. Maintenant, il enseignait en ligne. Il avait des étudiants du monde entier, des gens qui voulaient apprendre la littérature d'un homme qui avait perdu la moitié de son visage et avait gagné le double d'âme. Sa paralysie n'a jamais complètement disparu. Il avait toujours le visage légèrement tordu. Il bavait toujours parfois. Il avait toujours de mauvais jours, mais cela ne lui importait plus, parce qu'il avait compris quelque chose que les médecins ne pouvaient pas lui enseigner. Il n'était pas son visage, il était ses mots, et les mots étaient restés intacts. Si cette histoire vous a touché au plus profond de vous-même, je vous invite à faire quelque chose, pas pour moi, pour vous. Pensez à cette personne qui a perdu son identité et demandez-vous quel petit geste vous pourriez faire pour l'aider à la retrouver. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Un jour, 3 mois après que M. Salinger ait commencé sa chaîne YouTube, il reçut un message spécial. Il venait d'une femme nommée Rosemary. « Professeur Salinger », écrivit-elle, « je suis la sœur de Fatima. J'ai 50 ans. Il y a 20 ans, j'ai eu une paralysie de Bell. Mon fiancé m'a quitté et je ne m'en suis jamais remise. Pas de la paralysie, du rejet, de la honte. Mais hier, j'ai regardé une de vos vidéos et j'ai pleuré pendant 1 heure. Pas parce que j'avais pitié de moi, parce que cela m'a donné de l'espoir. Vous avez le visage tordu et vous continuez à lire de la poésie. Vous avez la voix traînante et vous continuez à enseigner. Vous avez perdu la moitié de votre visage et vous avez gagné le double de courage. Merci. Merci de me montrer que la honte n'a pas à gagner. Monsieur Salinger lut le message avec les larmes aux yeux. Pendant plusieurs minutes, il ne put rien faire. Il resta là, devant l'écran, à lire ces mots encore et encore. Merci de me montrer que la honte n'a pas à gagner. Ces mots le frappèrent avec une force qu'il n'attendait pas, parce qu'il avait ressenti exactement la même chose. Il avait laissé la honte gagner pendant 8 mois. Et si ce n'avait pas été pour Fatima, il serait probablement resté enfermé dans sa chambre, à mourir lentement. Mais maintenant, grâce à quelques lettres écrites à la main, il était vivant. Il enseignait, il aidait les autres à trouver leur voie. Et la sœur de Fatima, une femme qui avait passé 20 ans cachée, était finalement en train de trouver la sienne. Les mots ont du pouvoir, mais seulement quand nous les utilisons. Monsieur Salinger se leva de son bureau, il traversa la maison jusqu'à trouver Fatima. « Ta sœur m'a écrit, lui dit-il. Fatima acquiesça. « Je sais, elle m'a appelé hier soir, en pleurs, mais de joie. » Monsieur Salinger la regarda pendant un long moment. « Merci, dit-il. Pas seulement pour les lettres, pas seulement pour me rendre les mots. Merci de voir en moi ce que je ne pouvais pas voir. » Fatima sourit. « C'est ce que font les gens qui écrivent des lettres. Nous voyons ce que les autres ne peuvent pas voir, et nous le mettons en mots. » Monsieur Salinger acquiesça. Et alors il dit quelque chose que Fatima n'oubliera jamais. « Les mots m'ont rendu le visage, mais tu m'as rendu l'âme. » Et c'est la vérité. Parfois, la thérapie la plus puissante ne vient pas d'un médecin. Elle ne vient pas d'un spécialiste. Elle ne vient pas de quelqu'un avec un titre et des certifications. Elle vient de quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui voit au-delà du corps, quelqu'un qui touche l'âme. Fatima n'était pas neurologue. Elle n'était pas physiothérapeute. Elle n'était pas psychologue. Elle était une femme qui écrivait des lettres, qui avait vu sa sœur se détruire par la honte, qui avait juré de ne pas laisser cela arriver à quelqu'un d'autre. Et elle a rempli son serment, avec du papier, avec de l'encre, avec des mots écrits à la main dans un monde de messages instantanés. Antoine changea sa vie après cela. Il créa une fondation au nom de Fatima, la fondation des mots qui guérissent. Elle finance la thérapie par l'écriture pour les personnes atteintes de maladies qui affectent la parole et l'expression. Ils embauchèrent Fatima comme coordinatrice. Elle ne fait plus le ménage. Maintenant, elle forme d'autres personnes à faire ce qu'elle a fait, à se connecter avec les patients à travers des lettres, à leur rendre l'identité que la maladie leur a volée. Le premier patient de la fondation fut un pianiste de 42 ans qui avait subi un AVC. Il ne pouvait plus bouger la main droite. Les médecins disaient qu'il ne rejouerait plus jamais. Mais Fatima vit quelque chose en lui. Elle vit que le piano n'était pas seulement son travail,
C'était son identité. C'était qui il était. Alors elle lui écrivit des lettres sur la musique. Elle lui demanda de lui expliquer par écrit comment jouer un morceau. Elle lui demanda de décrire le son de chaque note, le sentiment de chaque accord. Et le pianiste commença à écrire. Et pendant qu'il écrivait, ses doigts commençaient à bouger, petit à petit, touche par touche. 6 mois plus tard, il donna son premier concert post-AVC. Il joua avec une seule main, mais il joua. Ce fut le premier succès de la fondation, mais ce ne fut pas le dernier. Maintenant, ils ont plus de 200 patients, des personnes atteintes d'aphasie, qui réapprennent à parler grâce à des lettres, des personnes atteintes de Parkinson, qui trouvent une stabilité dans l'acte d'écrire, des personnes souffrant de dépression, qui découvrent qu'elles ont encore quelque chose à dire. Et tout a commencé avec une femme de ménage qui a décidé d'écrire une lettre. Monsieur Robert continue d'enseigner. Sa chaîne YouTube compte désormais plus de 100 000 abonnés. Il reçoit des centaines de messages chaque semaine, de personnes qui ont trouvé de l'espoir dans sa voix, brisée. Et Fatima continue d'écrire des lettres. Chaque semaine, elle écrit à sa mère. La vieille dame a déjà 84 ans, mais elle attend toujours la lettre du samedi, comme une enfant attendant les cadeaux de Noël. Chaque semaine, elle écrit à Monsieur Robert, bien qu'ils se voient tous les jours à la fondation, bien qu'ils se parlent constamment au téléphone. La lettre hebdomadaire reste sacrée. C'est leur rituel, leur façon de maintenir vivante la connexion qui les a sauvés tous les deux. Et chaque semaine, elle écrit à sa sœur, Chloé, la même Chloé, qui a passé 20 ans cachée du monde. La même Chloé, qui ne s'est jamais remise de l'abandon de son fiancé. Mais quelque chose a changé chez Chloé, après avoir vu les vidéos de Monsieur Robert. Quelque chose s'est réveillé en elle. Si un homme de 58 ans, avec le visage paralysé, pouvait se tenir devant une caméra et lire de la poésie, elle pouvait sortir de chez elle. Maintenant, Chloé travaille comme bénévole à la Fondation. Elle aide d'autres patients atteints de paralysie de Bell. Elle leur raconte son histoire. Elle leur montre que la vie ne se termine pas quand votre visage change. Et pour la première fois en 20 ans, Chloé sourit. Pas un sourire parfait. Il y a encore un peu d'asymétrie sur son visage, mais elle sourit, parce qu'elle a finalement compris ce que Fatima et Monsieur Robert lui ont enseigné. Nous ne sommes pas nos visages, nous sommes nos âmes, parce que les lettres ne sont pas que des mots sur du papier. Ce sont des ponts, ce sont des connexions, ce sont des rappels que nous ne sommes pas seuls. Et dans un monde où tout est instantané, où tout est numérique, où tout est éphémère, une lettre écrite à la main est un acte d'amour, un acte de patience, un acte de foi, un acte qui peut sauver une vie. C'est l'histoire de Monsieur Robert, un professeur de lettres classiques, qui a perdu son visage, mais pas son essence. Un homme qui a enseigné pendant 30 ans et qui pensait qu'il n'enseignerait plus jamais. Un homme qui mourait de honte, jusqu'à ce qu'une femme de ménage lui rappelle qu'il était plus que son visage. C'est l'histoire de Fatima, une femme qui n'avait ni études universitaires, ni certification médicale. Une femme qui nettoyait des maisons pour vivre, une femme qui portait le fardeau de n'avoir pas sauvé son père et qui a décidé qu'elle ne commettrait pas la même erreur 2 fois. C'est l'histoire des mots, de leur pouvoir de nous détruire quand ils nous manquent, de leur pouvoir de nous guérir quand nous les retrouvons, de la façon dont une lettre écrite à la main peut faire ce que des milliers d'euros de traitement ne peuvent pas. Et c'est l'histoire de nous tous, parce que nous avons tous quelque chose qui nous définit, quelque chose que nous sommes, au-delà de notre corps, quelque chose qu'aucune maladie ne peut nous enlever, si nous trouvons le moyen de l'exprimer. Et si vous écoutez ceci, je veux que vous vous posiez une question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a perdu son identité? Y a-t-il quelqu'un qui se cache du monde? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qui il était? Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute. Vous n'avez pas besoin d'avoir des réponses. Vous avez juste besoin de voir cette personne, vraiment la voir, et lui dire, avec des mots ou avec des actions,
que son identité ne dépend pas de son corps, qu'elle est plus que sa maladie, plus que son apparence, plus que ce que le miroir reflète, parce que nous sommes tous plus que ce que l'on voit. Et parfois, la seule chose dont nous avons besoin, c'est quelqu'un qui nous le rappelle. Pensez-y. Et ensuite, agissez. Vous n'avez pas besoin d'écrire une lettre. Ça peut être un appel. Ça peut être une visite. Ça peut être simplement s'asseoir à côté de quelqu'un et écouter. L'important n'est pas la méthode. L'important, c'est l'intention. L'intention de voir quelqu'un, vraiment le voir. Pas sa maladie, pas son handicap, pas ce qu'il a perdu, mais qui il est, qui il était, qui il peut redevenir. Parce que nous méritons tous que quelqu'un nous voie, et nous avons tous le pouvoir de voir quelqu'un d'autre, quelque part. En ce moment même, il y a une âme qui attend que quelqu'un la voie. Il y a un professeur qui a cessé d'enseigner parce qu'il croit que sa voix ne vaut plus la peine. Il y a un artiste qui a cessé de peindre parce que ses mains ne fonctionnent plus comme avant. Il y a une mère qui a cessé de sourire parce qu'elle ne reconnaît plus son propre visage. Il y a des milliers de personnes qui se cachent du monde parce que la maladie leur a volé quelque chose qu'elles croyaient essentiel. Mais la maladie ment parce que l'essentiel ne se perd jamais. Il se cache seulement. Et parfois, il a juste besoin que quelqu'un le cherche. Ce quelqu'un pourriez être vous. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Je sais qu'elle était longue. Je sais que je vous ai demandé beaucoup de minutes de votre vie. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose, dans cette histoire, vous a touché. Peut-être que ça vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez. Un père, une mère, un frère, une sœur, un ami. Quelqu'un qui se bat contre quelque chose, qui lui a volé une partie de son identité. Peut-être que ça vous a rappelé vous-même. Peut-être que vous aussi, vous cachez quelque chose. Peut-être que vous aussi, vous sentez que vous avez perdu une partie de qui vous étiez. Ou peut-être que vous avez simplement été ému de voir qu'il existe encore. Des personnes comme Fatima, des personnes qui travaillent en silence, sans attendre de reconnaissance, sans rien demander en échange. Des personnes qui voient ce que les autres ne peuvent pas voir et qui agissent quand les autres restent paralysés, quelle que soit la raison. Je veux que vous sachiez quelque chose. Cette histoire est réelle. Pas dans les détails spécifiques, mais dans son essence. Il y a des milliers de Fatima dans le monde. Il y a des milliers de Monsieur Robert. Il y a des milliers d'histoires de guérison qui ne sont jamais racontées, parce qu'elles se passent en silence, entre des personnes que le monde ne remarque pas. Et il y a une histoire qui attend d'être écrite. Une histoire où vous êtes le protagoniste. Une histoire où vous êtes la personne qui voit, qui agit, qui guérit. Laissez-moi un commentaire. Racontez-moi, cette personne qui a besoin que quelqu'un lui rende les mots. Racontez-moi, ce père, qui a cessé de parler. Cette mère qui a cessé de sourire. Ce frère, cette sœur qui a cessé de sortir. Cet ami qui s'est caché du monde. Racontez-moi, parce que chaque histoire compte. Chaque personne compte. Et chaque mot d'encouragement peut être le commencement d'un miracle. Et si vous connaissez quelqu'un qui se bat avec son identité, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, les histoires que nous écoutons nous donnent le courage de faire ce que nous devons faire. C'était l'histoire de Fatima Torres, une femme qui nettoyait des maisons, qui écrivait des lettres à sa mère chaque semaine, qui a porté le fardeau de n'avoir pas sauvé son père. Pendant 20 ans, une femme qui a vu un professeur mourir de honte et qui a décidé qu'elle n'allait pas rester sans rien faire. Une femme sans diplôme, ni certification, juste une feuille de papier, un stylo et un cœur qui comprenait la douleur. Et avec ça, elle a sauvé une vie que les meilleurs médecins n'avaient pas pu sauver, une vie que les traitements les plus coûteux n'avaient pas pu ramener, une vie que tous avaient considérée comme perdue,
Mais Fatima n'a pas abandonné. Et les mots ont gagné. Les mots guérissent. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais. Et la prochaine fois que vous voyez quelqu'un se cacher du monde, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que derrière chaque visage figé, paralysé, il y a un poète qui attend de parler. Souvenez-vous que derrière chaque voix hésitante, traînante, il y a une mélodie qui attend de résonner. Souvenez-vous que derrière chaque personne qui a perdu l'espoir, il y a un être humain qui attend d'être vu. Et souvenez-vous que vous avez le pouvoir de le voir. Une lettre à la fois, un mot à la fois, un regard à la fois. Peu importe si votre écriture est laide, peu importe si vous ne savez pas quoi dire, peu importe si vous croyez que vos mots ne suffisent pas, ce qui importe, c'est que vous écriviez, que vous parliez, que vous vous connectiez, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui attend de vous entendre. Et vos mots pourraient être exactement ce dont il a besoin. Les mots guérissent. N'oubliez jamais ça.